TF1 a été plus heureux dans notre lobbying que sur celui de la TNT, parce qu'à droite comme à gauche, il y avait des défenseurs de la TNT. Le fait qu'on leur pique par-ci par-là des petits matchs de l'équipe de France et tout, ça doit les énerver, mais d'une manière considérable. Et moi je dis toujours que l'équipe de France, sa maison, c'est TF1, mais qu'elle peut aller faire du tourisme de temps à autre sur M6. Quand vous achetez les matchs de l'équipe de France à 5 millions d'euros par match, c'est que vous voulez continuer à être hyper dominant. C'est un choix. Les chaînes historiques miracles de la France ont obtenu une chaîne bonus pour les dédommager de je ne sais quoi, mais surtout pour leur permettre de garder une avance considérable. Un pays comme la France ne peut pas se payer plus de 2 ou 3 opérateurs privés. Ça, c'est pas possible. Nous n'avons pas la taille de marché. Il est inéluctable qu'il y ait une concentration dans ce secteur. La concentration se fera autour des acteurs historiques. La concentration, ça n'est pas un tabou. Si personne ne veut le comprendre, on aura à la fin des sociétés croupions qui vont être sur leur petit marché, qui vont se faire bouffer par les sociétés multinationales venant d'ailleurs. On est relativement mal armé et il faut qu'on s'arme vite et bien pour les mouvements qui arrivent. Voilà, il y a 10 minutes maintenant que la TNT a été lancée. Et d'abord, Dominique Baudis, on va voir tout simplement si ça marche. Et ça a marché. Le succès était au rendez-vous. Les Français ont plébiscité le 31 mars 2005 l'arrivée de 18 chaînes de télévision. Et cette multiplication des chaînes a sonné le point de départ d'une restructuration profonde du paysage audiovisuel. TF1 a tout fait pour rattraper le retard pris sur la concurrence, revenant ainsi sur son opposition à la TNT et l'échec de son lobbying. TF1 a été plus heureux dans notre lobbying que sur celui de la TNT, parce qu'à droite comme à gauche, il y avait des défenseurs de la TNT qui ne se sont pas laissés enfumer par les réticences de TF1. TF1 était très très bien dirigé quand il y avait le tandem Patrick Lelay, Étienne Moujotte et Jean-Claude Dacier à la tête des sports. C'était un trio qui fonctionnait à merveille. Ils ont fait de TF1 un puissant vaisseau de guerre, très très puissant et qui est allé très loin. Mais c'est vrai que maintenant, comme il y a des icebergs un petit peu partout, tout autour du vaisseau, ça devient compliqué, quoi. L'achat fin 2009 par TF1 de TMC et de NT1 était le point de départ d'une seconde bataille dans cette guerre de la TNT. TF1 donc, mais aussi M6 et Canal+ ont lancé un vaste mouvement de concentration. La situation des grandes chaînes généralistes est fragilisée par l'arrivée des chaînes de la TNT. Pour continuer à dominer le marché, TF1 comme M6 ont besoin de programmes qui leur assurent 30% des parts de marché. Résultat, les grandes chaînes privées se livrent à une guerre sans merci autour du programme le plus aimé des Français, le football. C'est la grande bataille de cette guerre de la TNT qui désormais obéit à la loi du plus fort. S'il y a une bataille autour du foot, c'est qu'aujourd'hui cela reste le programme le plus fédérateur, alors que la TNT favorise l'éclatement du public. Avec un match de foot, toute la famille est rassemblée devant le poste de télé. Et cela reste la garantie d'une audience forte, et donc de recettes publicitaires importantes, près de 2 millions d'euros pour un match de l'équipe de France. Pendant longtemps, TF1 a dominé sans partage. Aujourd'hui, la première chaîne est défiée par M6. L'évolution d'M6, elle est passée d'une chaîne de clips et de séries américaines en 87, parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire autre chose, une chaîne très ciblée sur les jeunes, parce qu'il y avait un déficit sur l'offre jeune, à une chaîne beaucoup plus large et beaucoup plus généraliste, d'abord avec ses magazines, ensuite avec ses programmes de fiction, et puis progressivement, nous y avons mis les ingrédients d'une grande chaîne. Bon. Dans les ingrédients d'une grande chaîne, il y a eu une étape qui était significative, qui était de faire un vrai journal, et le sport, notamment le football, qui est un phénomène fédérateur. Depuis 2006, nous avons engagé une politique progressive de sport. Commenté par Thierry Roland et Jean-Marc Ferreri, à suivre en direct jeudi à 20h50 sur M6. Ils ont eu l'intelligence de s'apercevoir qu'ils avaient fait une énorme boulette, parce que je vous rappelle que quand même en 1998, les responsables de M6 avaient dit
qu'en plein milieu de la folie du football, qu'il y aurait M6 qui serait la chaîne 0% football. Petite erreur. Mais ils s'en sont aperçus et ils ont rapidement corrigé le tir. Et aujourd'hui, M6, plus que Canal, j'en suis persuadé, est la chaîne qui fait peur à TF1. Ça, c'est évident. Nous ne serons jamais une chaîne de sport à haute dose. Pourquoi? Parce que le sport est très déficitaire sur les antennes. Si M6 se dresse contre TF1, la première chaîne conserve un joyau, une pépite, les droits des matchs de l'équipe de France. Seul match à assurer en toutes circonstances une audience forte. En ce qui concerne TF1, l'audience, elle a toujours été très importante pour les matchs de football. C'est pas par hasard, du reste, que toutes les grosses audiences de la chaîne, elles ont été obtenues par des matchs de football. Il est vrai que des matchs de l'équipe de France ou de la Ligue des Champions, par exemple, sont des matchs qui rassemblent 7, 8, 9 millions, et même au-delà pour l'équipe de France. Un match, j'allais dire, banal de l'équipe de France fait encore 8 ou 9 ou 10 millions de téléspectateurs, mais on peut monter, dès qu'il y a dramaturgie, dès qu'il y a enjeu, on peut monter à 13, 14, 15, assez facilement, et on est monté jusqu'à 23. Donc c'est vraiment, effectivement, le dernier programme commun. La finale de la Coupe du Monde de 1998 a été l'occasion d'un record. Près de 25 millions de téléspectateurs. TF1 a voulu accompagner l'engouement qui a suivi la victoire des Bleus en conservant à tout prix les matchs de l'équipe de France. À tout prix puisque TF1 accepte même de perdre de l'argent lors de chaque match des Bleus. La question qui est posée aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que dans l'économie du moment, avec 18 chaînes, avec par-dessus le marché une crise économique qu'on n'en a pas connue depuis des décennies, est-ce qu'on est encore capable d'assumer des pertes aussi fortes qu'occasionnent ces droits sportifs-là? La réponse est non. Quand vous achetez les matchs de l'équipe de France à 5 millions d'euros par match, c'est que vous voulez continuer à être hyper dominant. C'est un choix. Alors après, si ce choix s'avère délicat sur le plan économique, personne n'a forcé TF1 à prendre les matchs d'équipe de France à 5 millions d'euros. Je veux dire, il se trouve que ça fait 1,5 million d'euros de pub. Donc ça veut dire chaque match perd 3,5 millions. Avec des contrats qui ont été signés en 2006 pour le contrat qui nous occupe aujourd'hui, qui va jusqu'à 2010, dans des conditions économiques et de marché qui n'étaient pas du tout celles d'aujourd'hui. Donc le contrat, certes, a été sécurisé sur 4 ans, mais quelquefois, il y a des sécurités qu'il faudrait éviter d'avoir sur les bretelles. Mais qu'on vienne pas nous dire après, regardez comme ils sont fragiles, etc. Bon, non, ils ont eu un choix d'être un acteur dominant, coûte que coûte, si je puis me permettre. Lors de la renégociation des droits de diffusion de l'équipe de France en 2009, TF1 a réussi à obtenir une baisse de près de 20% pour les 4 années à venir. Mais la guerre entre TF1 et M6 devrait demain faire monter les prix. Les deux chaînes ont en effet besoin de diffuser des matchs pour réaliser des audiences importantes face à la concurrence, et ce besoin devrait se payer de plus en plus cher. Pour l'heure, Nonce Paolini peut afficher son plaisir, les matchs des Bleus lui coûtent moins cher. TF1 a un logo bleu-blanc-rouge, ça ne vous a pas échappé. Et donc TF1 est une chaîne qui porte les couleurs de la France, qui se revendique la chaîne de tous les Français. Et c'est vrai qu'on a été partenaire de l'équipe de France depuis la privatisation jusqu'à nos jours. Vous dire que c'est une bonne affaire économique, certainement pas. Mais il nous a semblé que l'équipe de France faisait partie du patrimoine de TF1 quelque part. Et lorsque vous avez des matchs qui réunissent 8, 9 millions de téléspectateurs avec l'équipe de France, c'est bien que ce soit sur TF1. Le 14 novembre 2009, M6 est venu défier TF1 avec un coup d'éclat. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, M6 parvient à négocier avec la fédération irlandaise pour arracher la retransmission du match de l'équipe de France. Une déclaration de guerre, une même stratégie où M6 accepte de perdre de l'argent, mais une stratégie qui lui permet aujourd'hui de s'imposer comme un véritable adversaire. Le fait qu'on leur pique par-ci par-là des petits matchs de l'équipe de France et tout, ça doit les énerver, mais d'une manière considérable. Ça doit les rendre fous.
Vous faites le choix aussi ponctuellement de perdre de l'argent. Bien sûr, nous le faisons avec des matchs de l'équipe de France qui sont extrêmement fédérateurs. C'est déficitaire pour nous, mais ce sont des événements. Nous avons besoin de créer des événements. Nous le faisons avec l'Europa League. Nous le ferons en répondant probablement à l'appel d'offres de l'Euro 2012 et l'Euro 2016. Bon. Donc tout ceci fait que ça contribue à la notoriété et l'élargissement de la chaîne M6. Le foot est à l'honneur sur M6. N'importe qui peut obtenir effectivement d'une fédération le droit d'avoir un match de l'équipe de France à l'étranger. La fédération doit faire tous ses efforts pour l'obtenir, mais si elle ne l'obtient pas, dans le contrat précédent, c'est triste. Dans le contrat d'aujourd'hui, on a une indemnité. La diffusion par M6 du match de l'équipe de France en Irlande a servi de leçon aux dirigeants de TF1. Aujourd'hui, si la Une ne parvient pas à diffuser un match de l'équipe de France qui se joue à l'extérieur, la Fédération française doit lui verser 1 million d'euros. Quand M6 fait une soirée de foot avec l'équipe de France, il y laisse la chemise. Très bien. Mais il en fait un enjeu d'image. Et moi, je dis toujours que l'équipe de France, sa maison, c'est TF1, mais qu'elle peut aller faire du tourisme de temps à autre sur M6. M6 est dans le football, et M6 restera toujours dans le football. Et la place de M6 dans le football augmentera au fil des années, j'en suis persuadé. Grosso modo, on peut supposer que la stratégie de TF1 va être de garder l'équipe de France, ce qui veut dire que le produit va avoir plus d'intérêt. D'autant que M6 a plutôt un avis analogue sur le sujet. Donc ces droits vont monter. Moi, je pronostique que ces droits-là vont monter dans le temps. La guerre du foot entre TF1 et M6 est la conséquence de l'émergence de la TNT. Avec la multiplication des chaînes et des écrans, rares sont les événements qui sont regardés en famille. Le foot fait partie de cela. Il est l'arme fatale pour faire de l'audience. Aujourd'hui, avec à peine un quart de l'audience générale, TF1 récolte plus de la moitié des recettes publicitaires. C'est ce que l'on appelle la prime au leader. Et cette prime est aujourd'hui très favorable à TF1. Mais demain, si TF1 partage ses meilleures audiences avec la concurrence, notamment à cause du foot, alors cette prime pourrait être beaucoup moins favorable et fragiliser le modèle économique de la première chaîne française. Si les chaînes privées sont riches, les chaînes payantes, elles, sont encore plus riches. Pour acheter les droits du foot, il faut savoir ne pas regarder à la dépense. Les dernières enchères pour l'exclusivité des droits de la Ligue 1 se sont montées à près de 600 millions d'euros. Une somme qui fait tourner la tête des dirigeants des grandes chaînes privées. 0-0 également après pratiquement 30 minutes et une belle occasion niçoise qu'on est en train de visionner avec Bagayoko qui va servir en retrait. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que certainement pas un programme pour une télévision en clair, c'est impossible. Le coût de grille de TF1, c'est 980 millions d'euros. Si j'en mets 600 dans le foot, vous voyez ce qui reste pour le reste. Donc ça n'est évidemment pas fait pour la télévision en clair. Savez-vous que les droits du championnat de L1 aujourd'hui représentent exactement le double du coût total de la grille d'M6? Et je comprends pourquoi Bolloré, qui a eu un temps l'envie de regarder, s'est aperçu que même en regardant, ça faisait peur. Donc il n'y est pas allé. Et ouverture du score ici à Nancy. Toujours pas de but, mais les Rennais vont mieux avec ici, regardez cette tentative d'ouverture. L'élargissement des offres gratuites, en fait, est un élément très positif pour le développement des offres de télévision payantes. Alors pourquoi? Il y a quelques années, il n'y avait que 4 ou 5 chaînes gratuites disponibles pour l'ensemble des Français. Aujourd'hui, il y en a 18. Et ces 18 chaînes ont à se répartir un marché publicitaire qui est même plutôt en baisse, on le sait bien, même indépendamment de la crise actuelle. Ce qui veut dire que chacune de ces chaînes va devoir faire des économies dans ses coûts, et principalement dans ses coûts de programme. Ce qui veut dire que les contenus de valeur ne pourront plus être disponibles sur les chaînes gratuites ou même sur les très grandes chaînes gratuites. Et ces contenus de très grande valeur devront être exposés sur des chaînes payantes. Le football a augmenté le montant de ses droits, puisque le total des droits attribués ce soir se monte à 668 millions d'euros. La toute-puissance des chaînes cryptées connaît son apogée en 2008.
3 ans après les débuts de la TNT, au moment où les droits de la Ligue 1 sont à nouveau à vendre, Canal est face à un nouveau venu, Orange. L'opérateur de téléphonie a décidé d'investir dans des programmes pour ses abonnés, considérant que l'écran d'ordinateur devenait un écran à part entière. De son côté, la Ligue professionnelle de foot pousse à la concurrence pour voir les prix monter. Orange se prépositionne assez tôt dans cet appel d'offres, avec un Frédéric Thiriez qui mène bien l'entrée dans le jeu d'Orange. Il est dans son rôle. Son rôle, c'est de créer de la concurrence. Il la crée bien. Le dernier appel d'offres a été une manœuvre tactique brillante. Il fallait impérativement que le football soit un objet central dans le monde d'aujourd'hui. Et on a poussé Orange par divers moyens. L'histoire nous dira peut-être dans quelques années comment. On n'a encore pas tous les tenants et les aboutissants. Mais une chose est à retenir, Orange a plongé. Donc on s'est retrouvé dans une concurrence Canal-Orange. Tactique brillante. Il y a eu un moment où la maison devait réagir face à une privation, elle l'a fait, mais elle l'a fait dès l'origine et en le disant de manière tout à fait publique. Nous ne voulons pas aller trop loin dans l'acquisition de droits et nous ne déstabiliserons pas ce marché. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Orange Sport. Orange était bel et bien décidé à aller sur le terrain de Canal+, en se portant acquéreur des droits de la Ligue 1. Cette politique volontariste sur le foot notamment n'a pourtant pas eu les effets escomptés. Vous voyez l'échec d'Orange, avec une partie du championnat de France qui était quand même très significative, et n'ont pas réussi à avoir plus de 370 000 clients, ce qui est quand même pour Orange un échec gigantesque. Créer une chaîne de foot, faire un métier d'éditeur et de producteur d'événements, c'est un métier très compliqué. C'est un métier de professionnel. Ça ne s'invente pas avec des ingénieurs sortis du CNES ou avec des polytechniciens brillantissimes. 4 ans plus tard, Orange a changé de dirigeant et il n'est plus question aujourd'hui de s'imposer comme un acteur à part entière du sport. C'est en tout cas l'aveu fait par Christine Albanel, qui derrière des mots savants anticipe le retrait d'Orange. Est-ce que c'est le métier d'un grand opérateur comme Orange que finalement de produire les contenus, d'être éditeur de contenus, de devenir un groupe de médias même? Parce que si on allait jusqu'au bout de la logique, c'est devenir pratiquement un groupe de médias. Et le choix qui a été fait, c'est de dire nous allons bien sûr continuer à offrir des contenus à nos clients parce qu'ils le souhaitent, ils en ont envie, mais c'est peut-être pas notre travail que de produire nous-mêmes, d'éditer nous-mêmes. Nous ne sommes pas des éditeurs. Par contre, nous allons être agrégateurs, orchestrateurs, etc. de contenu. Voilà un peu quelle est la stratégie, je crois, d'Orange aujourd'hui. Après le retrait d'Orange, Canal pensait être l'unique argentier du foot français, laissant espérer une baisse du montant des droits. La baisse aura bien lieu, mais elle sera limitée. Notre financement étant très important, il est déterminant pour le financement des clubs, pour le niveau de qualité du championnat, et c'est la raison pour laquelle on met le montant maximum que l'on peut dédier aux droits du foot français pour avoir un spectacle de qualité. Bertrand Méheux a raison. Il faut payer encore très cher pour que le foot puisse vivre confortablement des droits télé. Mais il y a une autre raison qui a poussé Canal+ à mettre la main en portefeuille. La Ligue a décidé de créer sa propre chaîne, CFoot. Et surtout, les pétrodollars du Qatar et de Al Jazeera viennent défier la chaîne cryptée. Un danger à venir pour les dirigeants de Canal. Al Jazeera est une chaîne qui existe, à l'inverse d'Orange, et qui dispose de moyens financiers considérables. Si le foot est la première martingale des chaînes généralistes pour faire de l'audience, il en est une autre. Il s'agit de la télé-réalité. En 2001, M6 a été le premier à diffuser Loft Story. À cette époque, TF1 n'en voulait pas, Patrick Lelay invoquant alors une quête de sens. Aujourd'hui, Nonce Paolini est beaucoup plus pragmatique et on comprend aisément pourquoi. En 2009, les diffusions de Koh-Lanta auraient permis à TF1 de gagner près de 30 millions d'euros. C'est vraiment de la colère. Nos sociétés ont besoin d'avoir des pivots autour desquels on se retrouve. Et je prends un exemple d'un programme que beaucoup de jeunes voient et pas beaucoup de moins jeunes. C'est Secret Story. Tout le monde en parle.
ceux qui l'ont vu comme ceux qui ne l'ont pas vu. En bien, en mal, les esprits s'échauffent. Ah bah tiens, ils sont grossiers, ils sont vulgaires, on les voit à poil, etc. Bon. Je sais que c'est beau, mais en fait, il s'habille comme un sac. Qui va gagner? Pour moi, c'est comme un rêve, mais inimaginable. Chacun a sa petite idée. Seuls 3 d'entre eux doivent rester avec Jonathan. Ceux qui n'ont pas vu l'émission en parlent autant que ceux qui l'ont vu. Voilà un élément de débat et un élément de lien. De lien entre les ados, qui sont absolument passionnés par ça et qui se marrent comme des baleines devant Secret Story. Un élément de lien entre les parents qui ne comprennent vraiment pas comment les enfants peuvent regarder ça. Et un lieu de débat entre les parents et les enfants. Et tout le monde en parle. Bruno et FX, Jonathan et Sabrina, les alliances éclatent. T'as mal aux yeux. C'est parce que j'ai du mal à accepter ce que tu vois. Donc ce rôle-là, je crois qu'une télévision généraliste comme TF1 continuera à le produire. Parce que nos sociétés ont besoin de lieux de rassemblement, de moments de rassemblement et de moments de débat. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. En 2010, face à une telle réussite, la télévision publique ne peut rester sur le bord de la route. C'est en tout cas ce qu'explique Rémi Pflimelin, qui a succédé à Patrick de Carolis à la tête de France Télévisions lors de son audition au CSA. Y a-t-il des genres télévisuels que vous vous interdisez sur les antennes du groupe public? Je pense par exemple à la télé-réalité. Nous ne pouvons pas dire tel type de programme est sur la chaîne privée, donc on s'interdit de le faire. Parce que ça voudrait dire à terme, et vous l'avez écrit, je ne fais que plagier ce que vous avez écrit, ça voudrait dire que, à la limite, les chaînes privées vont nous emmener peu à peu dans un ghetto. Donc il n'en est pas question. Il ne peut pas en être question. Il faut dire que pour le service public, l'enjeu est énorme. Le groupe France Télévisions est confronté à un vieillissement de son public. Cette forme de télévision peut l'aider à capter des téléspectateurs plus jeunes. Notre grande difficulté aujourd'hui, c'est que nous sommes surreprésentés dans notre audience ou chez nos téléspectateurs chez les plus de 50 ans et très sous-représentés chez les plus jeunes. Nous sommes une télévision qui doit fédérer nos concitoyens, qui a un rôle de ce point de vue-là important dans la nation, et de ce point de vue-là, nous devons bien aborder tous les genres télévisuels, quels qu'ils soient. Mais il y a une autre raison pour le groupe France Télévisions d'aller vers la télé-réalité. Comme ses concurrents privés, le groupe public doit faire face à une concurrence de plus en plus vive, et la montée en puissance des chaînes de la TNT a fragilisé son audience. France Télévisions n'a pas les moyens de se lancer dans une compétition sur les droits du foot. Il n'est pas assez riche pour cela. Seule la télé-réalité peut lui permettre de faire de l'audience. Ce que je dis, c'est que nous avons des valeurs. Que ces valeurs, nous devons les respecter. C'est le respect de l'autre, le respect de la diversité, etc. Qu'au nom de ces valeurs, il y a un certain nombre de programmes que nous ne prendrons pas, mais qu'il y en a d'autres que nous prendrons. On ne peut pas a priori dire que tout un genre est à jeter aux orties. C'est Jérôme qui a gagné, donc voilà, ça m'a un peu saoulée parce que j'ai envie de gagner et puis il m'a fait un peu à l'envers en fait quand il m'a poussé à l'eau. Sur France Télévisions ce soir. Paradoxe, la suppression de la publicité après 20h sur les écrans des chaînes publiques a déplacé le terrain d'affrontement contre les chaînes privées pour faire de l'audience. Désormais, cela se passe avant 20h, à l'heure où ce sont les plus jeunes qui sont devant la télé, à l'heure aussi où TF1 programme de la télé-réalité. Dans Secret Story, il faut protéger son secret et découvrir celui des autres. C'est l'histoire d'un célibataire à la quête du grand amour. Il va participer à une expérience unique. Qu'est-ce que j'ai l'air idiote? Ouais, enfin pas plus que notre garçon avec un talon au pied. La guerre de la TNT s'est transformée en guerre de l'audience. Les grandes chaînes historiques sont condamnées à en faire pour maintenir leur modèle économique face aux petites chaînes qui, elles, sont prêtes à tout pour survivre en imaginant une télé-réalité moins coûteuse, low cost. Dans cette bataille autour de la télé-réalité et de l'audience, Énergie 12 a été le premier à en diffuser sur la TNT. Les épreuves vont encore faire monter la température. De la course aquatique au striptease en uniforme, en passant par une séance photo avec de gros serpents sur le dos, les Frenchies devront rester sexy en toutes circonstances. C'est quoi le problème? Pourquoi tu veux la descendre plus bactère comme ça? Parce que c'est une merde. Le vrai problème sur la TNT, il y a effectivement les limites, on va dire déontologiques éventuelles, mais il y a surtout une limite de coût. C'est que ce sont des programmes qui, en général, représentent un certain budget et que les chaînes de la TNT, aujourd'hui,
peuvent difficilement s'offrir des programmes avec ces budgets aussi importants. Pour autant, on peut fournir des formats, on va dire, un petit peu plus low cost, c'est-à-dire avec une production moins chère, des modes de fabrication différents et un petit peu moins onéreux dans le secteur de la télé-réalité. Le nombre de chaînes n'est pas synonyme de qualité des programmes. Un excès de chaînes peut au contraire dégrader l'ensemble de la qualité des programmes, parce qu'il y a un excès de compétition, et que cet excès de compétition aboutit à des vraies difficultés. Soit des programmes plus trash, soit des programmes moins chers, soit des abandons de programmation. C'est ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui. Je voudrais citer aucun programme, mais il y a un certain nombre de programmes où il y a de la surenchère. Pourquoi? Parce qu'il faut exister dans un marché très difficile et très bataillé. M6 a une petite sœur, W9, sur la TNT. Cette petite sœur est née de la volonté du groupe M6 de prendre toute sa place sur la télévision numérique terrestre en favorisant les synergies entre les deux chaînes. Aujourd'hui, si vous voulez, nous gérons un bouquet, nous gérons pas une seule chaîne. C'est le patron des contenus qui fait les arbitrages quand on achète un film, quand on achète des séries, quand on fait des émissions. Nous réfléchissons groupe et non plus simplement chaîne. Simplement, nous devons donner une personnalité à chaque chaîne, M6 restant de loin la chaîne évidemment la plus importante et la plus protégée, entre guillemets, celle qui dépense le plus en programme, et progressivement les autres montent en charge, notamment W9, avec des échanges. Quand vous faites Nouvelle Star sur M6 à 20h50 et puis que vous avez à 23h Nouvelle Star, ça continue, ce qui est le titre de l'émission sur W9, les deux profitent d'un même programme que nous négocions ensemble. M6 a été un pionnier dans une recherche de complémentarité entre les deux chaînes pour fortifier la petite sœur et lui offrir des programmes attractifs face à la concurrence. TF1 fait aujourd'hui la même chose depuis qu'il a racheté TMC et NT1. On nous avait beaucoup critiqué d'avoir raté le virage de la TNT. Aujourd'hui, on est dans la ligne droite de la TNT. On a acquis ces deux chaînes qui, évidemment, apportent un plus au groupe TF1. En 2008, TF1 était sous la barre des 30% d'audience. 2 ans plus tard, face à la progression de la TNT, TF1 est désormais sous la barre des 25%. Mais en contrepartie, TMC enregistre régulièrement les meilleures audiences de la TNT. Si l'on considère l'audience du groupe TF1 et non plus celle de la seule chaîne, force est de constater que ce groupe sort renforcé de la nouvelle offre de télévision, retrouvant un écart significatif vis-à-vis de son principal concurrent M6. C'est la loi du plus fort. Ces deux chaînes-là doivent conquérir leur part de marché. J'aurais tendance à dire qu'elles sont parfaitement concurrentes de TF1. On n'est pas dans une stratégie de type service public où on joue la complémentarité des canaux. On est au contraire dans une stratégie où chaque chaîne doit apporter le meilleur dans un cadre économique et d'audience qui est celui qui appartient à TMC, qui est celui qui appartient et qui appartiendra à NT1. Nos clients téléspectateurs doivent avoir sur chacune de ces chaînes un programme qui leur convient. Les jeunes adultes sur NT1, un public plus familial et plutôt féminin à 35 ans et plus sur TMC. Voilà les publics qui sont aujourd'hui prioritairement visés par ces deux chaînes. En réalité, derrière ces synergies autour des grandes chaînes, c'est la concentration qui est en train de s'opérer. Une concentration économique qui profite surtout aux grandes chaînes historiques. En 2005, il y avait peu de groupes sur la TNT. Le groupe France Télévisions avec ses 5 chaînes et 2 groupes privés, M6 avec W9 et Canal+ avec iTélé. Il y a une grosse chaîne, seule, TF1, et plein de nouveaux venus qui tentent de se faire une place au soleil. BFM TV, Direct 8, TMC, NT1, Virgin 17, Énergie 12. 5 ans plus tard, TF1 a acquis TMC et NT1. M6 soutient W9. Le groupe France Télévisions est riche de 5 chaînes. Dans ce paysage où s'impose désormais la loi du plus puissant, les nouvelles chaînes n'ont d'autre choix que de grossir. C'est le cas d'Alain Veil qui, en plus de BFM TV, a multiplié les chaînes d'information et du groupe Bolloré qui a acheté au printemps 2010
Virgin 17 au groupe Lagardère pour la transformer en Direct Star. Il reste une seule chaîne non adossée à un grand groupe de télé, Énergie 12. Dans un premier temps, il y a 5 ans, il y a eu des nouvelles chaînes qui ont été créées au nom de l'indépendance. Et ces nouvelles chaînes sont autorisées à être vendues au nom de la concentration. Donc vous voyez bien déjà qu'il y a eu une erreur de départ. On continue de déséquilibrer le secteur sans régler ce problème-là. Donc oui à la concentration, mais non à la concentration exclusive autour de TF1. C'est vrai que les nouveaux entrants qui ont une seule chaîne, pour qu'ils puissent assurer leur développement face à une concentration très forte, doivent pouvoir s'appuyer sur une nouvelle chaîne, doivent pouvoir se développer. Sinon, il se passera une concentration extrême, c'est-à-dire que 5 ans après l'arrivée de la TNT, on se retrouvera avec les 3 mêmes acteurs que 5 ans auparavant. Je crois que c'est pas souhaitable. En 2011, Alain Veil fait figure de dernier des Mohicans. Il évoque l'idée d'une vente de sa chaîne à un groupe étranger pour marquer sa colère devant une concentration accélérée qui le fragilise. Car à l'automne 2011, c'est bien un coup de tonnerre qui tombe sur le PAF. Canal+ achète au groupe Bolloré ses 2 chaînes et s'offre ainsi des canaux gratuits. L'intention du groupe Canal de disposer également d'une chaîne en clair était à mes yeux évidente, et évidente depuis longtemps, compte tenu du fait que Canal pensait avoir un peu épuisé le nombre d'abonnés potentiels à ces chaînes payantes. Il était évident que le groupe tenterait de se tourner vers la télévision gratuite. Donc je suis surpris des réactions qui ont eu lieu, ou alors ça fait partie, comme d'habitude dans l'audiovisuel, d'un jeu de rôle particulièrement prononcé. Notre priorité, c'est le payant, et c'est toujours le payant, et nous avons des réserves de croissance. Cependant, notre entrée dans le gratuit nous amène des possibilités de développement autres, puisque c'est des domaines dans lesquels nous n'étions pas présents, des accès à des revenus publicitaires que nous n'avions pas. C'est donc une diversification, un moyen de croissance, et aussi un moyen complémentaire de financement de nos contenus par rapport à ce que nous faisons dans le payant. Canal+ vient sur un nouveau marché, si on exclut les télévisions, et ce nouveau marché, compte tenu de sa position dominante sur la télévision à péage, ceci va être problématique, notamment sur les droits. De plus en plus, les droits de télévision payante et les droits de télévision gratuite sont commercialisés ensemble. C'est vrai pour le sport, c'est vrai pour la fiction significative, c'est vrai pour le cinéma. Ce sont des programmes qui coûtent cher et qui ont besoin souvent d'une exposition en clair et d'une exposition préalablement payante. Le cinéma étant les meilleurs exemples. Donc si vous avez un acteur en position quasi unique sur le marché des droits de la télévision payante, il va évidemment avoir un avantage déterminant pour la télévision gratuite. Et ceci ne nous semble pas normal. Je note que TF1 et M6 éditent des chaînes payantes. C'est quand même paradoxal de nous dire, Canal, vous êtes un groupe de télévision payante, donc vous ne devez pas faire du gratuit. Notre principal concurrent aujourd'hui sur le marché de la télévision en clair, c'est le groupe TF1. Nous sommes d'ailleurs opposés à lui lorsqu'il a eu repris NT1, TMC, et nous nous félicitons que les autorités de concurrence aient mis un certain nombre de limites à cette reprise. Il se trouve que nous gagnons des parts de marché progressivement sur le groupe TF1 et nous en réjouissons tous les jours. C'est une compétition difficile, compliquée. Il se trouve que l'irruption du groupe Canal+ challenge tout le monde. Ça challenge nous, ça challenge TF1, ça challenge y compris les nouveaux entrants que sont Énergie ou BFM. Ceux-là même qui réclamaient des fréquences et des fréquences pour des nouveaux entrants, d'un seul coup se retrouvent, à mon avis, en difficulté peut-être plus importante que nous. La TNT, qui devait permettre l'arrivée de nouveaux opérateurs, se retrouve moins de 10 ans après son lancement entre les mains des grandes chaînes historiques. Cette concentration a été rendue possible par l'attitude de certains opérateurs indépendants qui ont tout fait pour revendre leurs fréquences. On nous a fait le coup des nouveaux entrants, ce que j'ai appelé les premiers sortis. Les nouveaux entrants n'ont eu de cesse, Pathé, Bolloré, AB, de Lagardère, de revendre des autorisations dont ils ont bénéficié. Donc ceci est déjà un problème en soi. Et nous, ça nous concerne directement parce que je rappelle que nous avons été candidats contre ces nouveaux entrants pour exploiter des chaînes. Candidats notamment, moi j'ai une lettre du CSA
qui me dit qu'il n'avait pas retenu notre projet M6 Famille parce qu'il n'y avait pas de diversité des opérateurs. Donc ça confortait un acteur historique. Donc c'est quand même cocasse de voir que les mêmes qui ont été autorisés contre nous sont les mêmes qui revendent aux opérateurs dominants. Quand quelqu'un s'est vu autorisé par le CSA à exploiter une fréquence de télé, et que 2 ans, 3 ans, 4 ans après, il vient la vendre, alors s'il a bien travaillé, s'il a investi, s'il a fait du profit, il est tout à fait normal que la vente lui rapporte des plus-values. Mais dès lors que ça s'accompagne, pour celui qui achète, de la possibilité, si le CSA est d'accord, de bénéficier du droit de continuer à exploiter la fréquence, là je trouve qu'il faut qu'il y ait une intervention du législateur. L'idée d'une taxation sur les plus-values faite par les vendeurs fait son chemin. Car en effet, le groupe de Vincent Bolloré avait investi 100 millions d'euros pour en gagner plus de 500 sur une fréquence qui lui avait été donnée. Le commerce des fréquences aura permis aux opérateurs historiques de grossir et à quelques-uns de s'enrichir. On regarde dès lors d'un autre œil la justification faite en 2010 par Yannick Bolloré pour le rachat de Virgin 17. 1 an plus tard, son groupe était vendu à Canal+. On a eu l'opportunité d'acquérir Virgin 17 au groupe Lagardère. Nous avons su saisir cette opportunité qui va nous permettre de devenir le 4e groupe d'audiovisuel en France en termes d'audience, juste derrière M6 et devant Canal+. Pour nous, procéder à une acquisition était un mouvement important et stratégique, puisqu'il permet à la fois de gagner sur l'achat de programmes et la fabrication de programmes, et à la fois de gagner sur la vente d'espaces publicitaires auprès des annonceurs, en pouvant vendre de manière liée les audiences et d'agréger les audiences d'1, 2, 3, 4 chaînes. Et c'est sur Direct 8. Le législateur français avait promis aux chaînes historiques des canaux de compensation sur la TNT, dite chaîne bonus. La Commission européenne s'y est opposée, au nom de la libre concurrence entre les chaînes. Mais sans doute un peu tard, car dans les faits, la concentration a déjà commencé, loin du pluralisme soutenu par le législateur au début de la TNT. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de constater que les patrons des grandes chaînes se satisfont de cette concentration face à des responsables politiques qui, eux, restent impuissants. Non, le législateur l'avait imaginé, le CSA l'a mis en œuvre, effectivement, un paysage extrêmement diversifié au niveau des opérateurs. Alors ensuite, l'économie, la crise, les difficultés du secteur publicitaire, la réussite plus ou moins grande d'une chaîne, les unes trouvent leur public et les autres tardent à le trouver, mais ça c'est la vie. Tout ceci a abouti à un mouvement de concentration. Peut-être faudra-t-il revenir un peu sur la loi pour veiller à ce que la TNT, ce ne soit pas le simple cercle des initiés autour de 2, 3 grands groupes seulement. Néanmoins, il y a davantage de diversité aujourd'hui parmi les opérateurs qu'il n'y en aurait eu si on était rentré dans la logique de l'attribution par lot, parce qu'on aurait tout donné à 2 opérateurs, voire 3 opérateurs en comptant Canal+. Aujourd'hui, on a quand même davantage d'opérateurs. De nouveaux sont apparus sur ce marché de la communication audiovisuelle. La réalité économique de 2010, de 2011, de 2012, elle n'a rien à voir avec celle de 2003 ou 2005. Et donc il est vital qu'on ait une approche complètement différente de la question de la concentration. La concentration, ça n'est pas un tabou. Et rechercher la pluralité des opérateurs simplement pour le plaisir de la pluralité, ça n'est pas un bon calcul. Un pays comme la France ne peut pas se payer plus de 2 ou 3 opérateurs privés. Ça, c'est pas possible. Nous n'avons pas la taille de marché. Il est inéluctable qu'il y ait une concentration dans ce secteur. La concentration se fera autour des acteurs historiques. La concentration devrait plutôt se faire autour de nous pour rééquilibrer un peu le système. La véritable question, c'est est-ce qu'il faut ouvrir ce secteur à de tout petits acteurs qui vont émerger puis disparaître? C'est ce que l'on constate. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Demain sur France Télévisions.
De son côté, le groupe France Télévisions a entamé lui aussi une réforme qui est en plusieurs points comparable à celle de la concentration des chaînes privées avec la création d'une entreprise unique. Pour l'ancienne direction, il s'agissait de privilégier l'identité du groupe sur celle des chaînes, au point de permettre à certains programmes d'aller d'une chaîne à l'autre. Donc la décision de développer une stratégie de bouquet en l'affichant, en l'assumant, en y mettant les moyens, en organisant l'ensemble de la programmation, du marketing et de la communication autour de cette stratégie de bouquet, c'est clairement une réponse au défi de la TNT. La définition, c'était une identité assez large. France 2, la grande chaîne généraliste, France 3, socle régional, France 5, la chaîne de la culture et de la connaissance, France 4, les 15-35 ans, France O, la diversité et l'outre-mer, donc l'identité claire, mais des programmes qui circulent et également des animateurs qui éventuellement vont d'une chaîne à une autre. L'important étant le groupe. La nouvelle équipe dirigeante fait un pari contraire. Il faut assumer une concurrence entre les chaînes du groupe en les dotant pour chacune d'entre elles d'une identité propre. Renforcer la personnalité des chaînes pour élargir l'audience du groupe. Je considère aujourd'hui que les chaînes de France Télévisions ne doivent plus s'harmoniser par genre, mais bien plutôt s'harmoniser par type de public à rencontrer. La stratégie que nous allons développer est une stratégie qui nous permet, d'une part, d'avoir bien la possibilité de toucher un public large et le plus large possible, parce que c'est dans nos missions de service public de toucher un public large, et de créer des personnalités de chaîne suffisamment fortes pour pouvoir faire en sorte que un téléspectateur qui est devant un choix infini se réfère à un moment donné à une marque, parce qu'il sait que cette marque va l'emmener dans un univers qui est un univers décrit avec des valeurs, avec une ambiance, avec une promesse. Et à 20h35 sur France 3. Sur France Télévisions, sur France 2. Sur France 5. En direct sur France 4. Cette marque va être à un moment donné un marqueur, un repère. Et ce repère va permettre à un moment donné, naturellement, d'aller vers un programme plutôt que vers un autre. Dans ce paysage audiovisuel en pleine transformation, France 4 a été au centre de toutes les attentions. C'est une chaîne offerte au groupe public lors de l'arrivée de la TNT, mais elle a aussi le don d'irriter la concurrence. Elle est dans un créneau stratégique, celui des jeunes urbains de moins de 35 ans, en diffusant parfois des programmes qui indisposent ses concurrents. France 4 ne paraît pas avoir une utilité en tant que chaîne publique, je ne dis pas en tant que chaîne normale, lambda, mais en tant que chaîne publique. Si c'est pour acheter des séries américaines, comme nous l'avons pour un certain nombre de soirs, si c'est pour acheter les droits de sportifs en compétition avec nous, il y a des choses que nous faisons très bien, et on ne voit pas pourquoi le secteur public serait financé pour le faire. Voilà. Et dans ces cas-là, il vaut mieux faire des chaînes privées. Par contre, le service public fait aussi très bien des choses que nous faisons moins bien, et là, c'est normal qu'il ait un financement public. Mes concurrents doivent d'abord s'occuper de leur propre chaîne, et je ne me permettrai pas de poser la question de savoir à quoi servent telle ou telle chaîne qu'ils contrôlent. Si demain nous pouvons, sur l'écriture documentaire ou sur l'écriture de fiction, avoir sur France 4 des choses complètement innovantes et un peu différentes, si on peut demain avoir des formats complètement innovants, d'abord, nous toucherons un public complémentaire, et puis nous jouerons notre rôle de service public, qui est aussi d'avoir une expression la plus large possible de ce que sont les œuvres dans ce pays et la création dans ce pays. Donc ça sert à quelque chose. Je crois qu'il y a beaucoup de démagogie chez ceux qui, à l'extérieur de France Télévisions, où qu'ils soient, dans les milieux politiques, chez les observateurs, chez les concurrents, mettent en cause France 4, parce qu'en réalité, c'est une fréquence qui est convoitée par beaucoup des concurrents de France Télévisions. La bataille des chaînes privées contre France 4, la petite dernière du groupe France Télévisions, constitue un nouvel avatar de la guerre de la TNT. Mais pendant que se déroule cette bataille purement hexagonale, un autre affrontement mondial cette fois se profile. TF1, France Télévisions ou M6 sont aujourd'hui menacés par l'arrivée possible d'acteurs étrangers plus puissants venus d'Internet. Moi, en tant que chef d'entreprise, je dois me battre à la fois pour mes salariés, à la fois pour la pérennité de mon entreprise et à la fois pour la création française qui alimente mes contenus. Donc c'est ça le combat. Si personne ne veut le comprendre,
On aura à la fin des sociétés croupions qui vont être sur leur petit marché, qui vont se faire bouffer par les sociétés multinationales venant d'ailleurs. Et c'est là qu'est le combat. Je crois que globalement, malgré les efforts des uns et des autres, l'appréhension du numérique, la perception du numérique, de ce qu'il représente par les opérateurs audiovisuels de notre pays reste insuffisante. Il y a des progrès considérables depuis 2 ans, je les salue, il faut les encourager, il faut les accompagner, mais on a encore du chemin à faire. Est-ce que le constat de Michel Boyon est juste? Sans doute. C'est vrai que la situation est plutôt préoccupante. On est relativement mal armé et il faut qu'on s'arme vite et bien pour les mouvements qui arrivent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester durablement dans un système comme celui-là si l'on veut avoir des groupes français solides par rapport aux dangers qui nous menacent, c'est-à-dire l'arrivée de Google TV et d'Apple TV, sur un marché français qui n'est pas du tout préparé à l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Depuis ces dernières années, nous vivons des mutations de fond. Ces mutations de fond sont des ruptures dans le mode de consommation des médias, de la télévision, mais de tous les médias. C'est aussi une période dans laquelle le numérique, globalement, va se développer et où on peut voir apparaître de grands géants qui s'appellent Google ou Apple qui développeront leur propre projet de télévision. On est passé de télévision grand média à télévision acteur de taille moyenne par rapport aux opérateurs de téléphonie mobile à tout petits acteurs aujourd'hui par rapport aux Google ou Apple que vous avez mentionnés. Les géants Apple et Google ont déjà lancé leur télévision. Et si les grandes chaînes françaises ont souffert avec l'arrivée de la TNT, demain la demande d'images sera plus grande encore et l'émiettement des audiences une certitude. Si le web est si pratique et la télévision si agréable à regarder, alors pourquoi choisir? S'ils pouvaient fonctionner ensemble. Maintenant, c'est possible. Voici Google TV. La télévision va changer et le vent du changement vient d'Internet. Cette nouvelle télé va transformer le spectateur que nous sommes en consommateur et en directeur des programmes. Le téléspectateur, l'usager est déjà au cœur de ce qui se passe aujourd'hui avec la révolution numérique. C'est l'usager qui impose sa loi aux fournisseurs de contenu. Aujourd'hui, il s'agit pour les opérateurs de s'adapter aux exigences de cet usager et non plus de maintenir une posture d'émetteur vers récepteur, du haut vers le bas, de celui qui sait vers ceux qui ne savent pas, etc. C'est déjà fini. Voilà, c'est la prise du pouvoir par l'individu et on ne fera pas marche arrière en la matière. La télévision de demain deviendra une télévision de la demande. C'est le téléspectateur qui décidera de ce qu'il va regarder et quand il le fera. Et rien n'indique qu'il regardera la télévision plutôt qu'un épisode de sa série préférée diffusé sur Internet. Ça veut dire que l'usager va passer indifféremment d'images fournies par exemple par des chaînes de télévision à des services ou des images qui sont transportées par le web. Il ne se rendra plus compte du tuyau par lequel ces contenus lui arrivent. Les grandes chaînes de télévision anticipent déjà le comportement du spectateur avec la télévision connectée. Pour beaucoup, la réponse est dans une offre élargie avec toujours plus de chaînes et à la clé, une concentration économique. Il y aura une offre absolument pléthorique, en particulier à cause de l'arrivée de la télévision connectée. Il y aura une offre foisonnante. Ce que l'on peut dire cependant, c'est que le professionnalisme qui est nécessaire pour éditer beaucoup de chaînes, l'acquisition des droits, n'est pas infini. Et je crois qu'il est illusoire de penser que beaucoup de petits groupes peuvent se lancer dans cette activité. Et donc il y aura des concentrations. Quand j'entends dire que c'est une offre pléthorique de chaînes de télévision qui pourra permettre de lutter contre la télévision connectée, je pense exactement l'inverse. Ce sont des programmes forts, des programmes puissants, des programmes de qualité, des programmes exclusifs qui permettront à la télévision de se battre contre les nouveaux, la télévision linéaire, de se battre contre les nouveaux modes de consommation. Quand TF1 diffuse la finale de la Coupe du Monde de rugby, elle n'a rien à craindre de la télévision connectée. Acheter des programmes en mesure de rivaliser avec les autres chaînes et d'éviter l'émiettement des audiences, cela coûte de plus en plus cher. La concurrence est désormais mondiale
Et s'il y a un danger, il est dans cette loi économique du plus fort. Le vrai danger des télévisions connectées, encore une fois, ce n'est pas le fait que les programmes et le temps d'audience sera prise par ces télévisions connectées, c'est le fait que si nous n'avons pas une qualité d'exclusivité, de nouveauté, d'investissement dans les programmes, ben progressivement, le consommateur se retournera soit vers la télévision à péage, soit vers de la télévision de consommation non linéaire. La télévision connectée Internet va-t-elle accélérer un changement dans notre façon de regarder la télévision ? Elle entame aujourd'hui une mutation profonde qui pourrait bien transformer notre paysage audiovisuel. Ce qui est toujours très frappant dans ce qu'on appelle aujourd'hui de façon commune la révolution numérique, c'est la façon dont elle a lieu. C'est-à-dire que tout d'un coup, un comportement ne progresse pas de façon régulière, il explose. Et à ce moment-là, les choses changent. Et donc, ce point d'inflexion, il a eu lieu pour la musique, 2001-2002. Il y a eu lieu pour la presse écrite, peut-être 2007-2008. Il n'a pas encore eu lieu pour la radio et il n'a pas encore vraiment eu lieu pour la télévision. Donc on a encore le temps de s'y préparer. Tout ce que je sais, moi, personnellement, c'est qu'il aura lieu, ce point d'inflexion-là. À un moment donné où l'explosion de la télé sur tous les écrans et l'arrivée de l'Internet sur le poste de télévision vont faire que les comportements vont changer de façon drastique. La télévision disparaîtra-t-elle derrière un trop-plein d'images ? Après tout, les majors du disque sont aujourd'hui malades, alors même que l'on écoute de plus en plus de musique. Pour survivre face à cette offre abondante, les diffuseurs doivent demain travailler avec des producteurs pour concevoir des programmes attractifs, pour répondre à une concurrence désormais mondiale. Longtemps, l'exception culturelle et la politique des quotas ont permis à l'audiovisuel français de se sentir protégé, comme hors du monde. Avec la guerre de la TNT et la révolution numérique, c'est cela qui prend fin. Certains acteurs sont condamnés à disparaître, mais lesquels ?